Bonjour Alain Destex. Bonjour. Voilà, vous êtes sénateur honoraire belge, vous êtes médecin, vous êtes régulièrement sur Radio Courtoisie, où à chaque fois vous nous parlez notamment de ces territoires lointains comme Mayotte et aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie. Il se tient aujourd'hui en France une réunion qui est censée permettre, je cite le président de la République, Emmanuel Macron, poursuivre le dialogue sans passage en force, mais sans paralysie non plus, c'est-à-dire que étant donné que le FNKS s'est essuyé les pieds sur l'accord de Bougival, à peine avait-il été signé par le brillant Manuel Valls, qui depuis a expliqué qu'Emmanuel Macron était nul alors qu'il était génial de l'avoir embauché pour régler la question calédonienne. Donc on essaye de relancer le dialogue, poursuivre le dialogue, apporter des clarifications sur l'accord avec le FLNKS qui a témoigné immédiatement de sa bonne volonté en proposant de dialoguer par visioconférence. Hier, quand les journaux bouclaient, on ne savait pas si le président de la République allait accepter la visioconférence. On voit qu'il y a un niveau stratégique, un niveau d'intelligence incroyable. Et je voudrais terminer cette petite introduction en expliquant que l'une des propositions intelligemment avancées par l'Élysée et ses communicants est de dire que l'accord de Bougival pourra peut-être être renommé pour tenir compte des crispations que son nom seul a pu susciter. Voilà, on en est là dans l'intelligence stratégique de la possession de la Nouvelle-Calédonie. Vous avez fait paraître une tribune dans Causeur qui revient un peu quand même sur ce sommet de Bougival et sur les véritables enjeux en fait où il ne s'agit pas de renommer un accord foireux, mais il s'agit de rester et de faire en sorte que la Nouvelle-Calédonie reste française. Oui, Richard, vous faites bien de traiter les choses avec une certaine ironie, parce que si ce n'était aussi triste et aussi désespéré peut-être pour les Français de Nouvelle-Calédonie, effectivement, tout ça ressemble à une mauvaise blague. D'ailleurs, je ne savais pas que le FNLKS avait accepté de participer en vidéoconférence. Et tout ça est quand même très humiliant pour le président Macron. Il est censé, en tant que président, d'être le garant de l'unité nationale. Et en fait, il est régulièrement humilié, et là encore par le FNLKS qui refuse de se rendre à son invitation, et puis qui au dernier moment dit, bon, on va quand même venir par téléconférence ou par visio, et sans doute que le pouvoir macronien, désespéré dans ce dossier calédonien, va accepter. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le FNLKS n'est prêt à aucun compromis sauf l'indépendance. C'est-à-dire qu'ils ne veulent que l'indépendance. Bougival leur était quand même très très favorable. Il y avait une seule concession insuffisante à mon avis, mais acceptée par le camp loyaliste par réalisme, qui consistait à élargir le corps électoral. Si vous voulez, on peut y revenir parce que c'est quand même assez complexe cette affaire. Eh bien, même ça, c'est encore trop pour le FNLKS. Et en fait, faut bien voir que non seulement ils ne sont prêts à aucun accord et à aucun compromis, sauf la perspective de l'indépendance. Ça, si on leur dit vous aurez l'indépendance dans tous les cas dans 5 ou 10 ans, ils pourraient accepter, mais tout accord qui ne donne pas la perspective d'une indépendance totale est refusé par le FNLKS. Et puis, ce que j'ai découvert notamment en travaillant en Nouvelle-Calédonie, c'est que c'est fondamentalement un parti raciste, hein. Un parti qui, au fond, est un parti uniquement kanak, qui représente que les Kanaks et encore pas tous les Kanaks, et qui finalement veut une conception de l'indépendance et de la démocratie basée sur une notion d'ethnicité, l'ethnicité kanak. Ben, c'est comme si en France, quelqu'un disait ah bah oui, il n'y a que les Français de souche qui peuvent voter, et tous ceux qui sont arrivés depuis l'accord de Nouméa, donc dans le cas de la France depuis 1998, non, non, ils ne peuvent pas voter. Alors, ça, C'est vraiment... c'est effectivement un point très important parce qu'il y a 26 000 personnes en fait qui sont arrivées depuis cet accord que vous venez de citer à la fin du XXe siècle et de consultation en consultation, c'était des gens qui étaient exclus alors qu'ils étaient français et résidents en Nouvelle-Calédonie. Ces résidents étaient exclus de la consultation alors que c'est un réservoir de voix évidemment pour les loyalistes, d'ailleurs comme pour les indépendantistes. Et le FLNKS a toujours refusé en fait que ces gens soient consultés.
Il faut aussi rappeler qu'il y a eu à 3 reprises des votes, des consultations, et qu'à chaque fois, la Nouvelle-Calédonie a choisi de rester française. Autrement dit, que le Front Libération Kanak, comme tous les Fronts Libération, se moque de la démocratie qu'il invoque, puisque tant qu'il ne gagne pas, lui, les élections sont réputées ne rien valoir. Et ce qui a déclenché les émeutes en 2024, c'est précisément le fait qu'on voulait élargir le corps électoral. Et d'ailleurs, c'est la toute petite concession, effectivement, des accords de Bougival, avant qu'ils ne soient dénoncés dès le lendemain, qui avait abouti, où il s'agissait d'élargir un tout petit peu le corps électoral. Le FNKS refuse que quiconque puisse voter en faveur du maintien de la Nouvelle-Calédonie en France. Et c'est ça qui crispe absolument tout, et c'est ça qui fait échouer toutes les négociations qui, de toute façon, vous l'avez rappelé, n'ont pas de sens, puisque le FLNKS, le Front Libération Kanak, veut que la Nouvelle-Calédonie ne soit plus française. Et qu'est-ce que ça implique pour les Néo-Calédoniens, cette manière de négocier de la part du gouvernement, qui, malgré tout, va de concession en concession et donne l'impression aux Néo-Calédoniens qu'il a de toute façon bien prévu de les abandonner en enrubannant la chose sous un nom qui n'est pas indépendance, mais qui est association de l'État de la Nouvelle-Calédonie, de créer un nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie, etc. Oui, c'est exactement ça, Richard. En fait, moi, l'État voudrait se débarrasser de ce caillou, qui d'ailleurs s'appelle le caillou, puisqu'on appelle la Nouvelle-Calédonie le caillou. Mais la Nouvelle-Calédonie est vraiment un caillou dans la chaussure de la France. C'est loin. Ça concerne finalement peu de personnes, hein, 270 000 habitants. Ce sont des problèmes, des émeutes potentielles. Ça coûte très cher, hein, financièrement. Et donc, voilà, Valls, effectivement, qui a lui carrément mis l'indépendance sur la table, a trahi, à mon avis, la France et la Nouvelle-Calédonie. Et puis, bon, Bougival est un peu en retrait, mais il s'agit effectivement fondamentalement de donner le droit de vote à des personnes qui sont installées, donc selon le texte, depuis 1998. Donc ça fait quand même assez longtemps, et qui payent des impôts, vivent en Nouvelle-Calédonie, ont souvent une maison là-bas, sont médecins, employés, entrepreneurs, tout ce qu'on veut, et qui n'ont pas le droit de participer aux scrutins locaux et au référendum d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas nés en Nouvelle-Calédonie avant 1998. Donc c'est déjà un déni démocratique majeur. Alors c'est une exception dans la Constitution française. Donc il faut bien voir qu'on peut se demander à l'époque comment on a pu accepter une telle exception, mais ça figure comme tel dans la Constitution. Mais évidemment, c'est privé des Français de leurs droits politiques et civiques, et c'est une anomalie démocratique majeure. Et comme vous l'avez dit, la seule petite concession qu'avait obtenue, alors moi je les appelle les loyalistes, hein, parce que pas les non-indépendantistes pour ne pas les positionner déjà par rapport à ceux qui veulent l'indépendance, mais disons les loyalistes, ceux qui veulent le lien fort avec la France, avaient obtenu à Bougival que ceux qui sont installés depuis 15 ans ou qui sont nés sur l'île puissent voter. Donc vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est né sur l'île en 2000, mettons, il a 25 ans ou 26 ans aujourd'hui, il ne peut pas voter aux élections provinciales et au référendum. C'est quand même une aberration majeure. Eh bien, c'est ça que le FNLKS ne veut pas. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que le FNLKS, son projet, c'est que les Européens et les autres, parce qu'en réalité, il y a environ 40% de Kanaks, 40% d'Européens, et 20% d'autres, des Wallisiens, d'autres Mélanésiens, des Vietnamiens. Il y a pas mal de Vietnamiens, quelques Chinois. Au fond, les Kanaks, pas tous les Kanaks, mais le FNLKS, voudrait bien que ces gens dégagent et qu'ils puissent faire leur petit poteau entre eux, entre Kanaks. Et ça, c'est fondamentalement, à mon avis, l'enjeu. Et ces Européens qui sont souvent arrivés au 19e siècle, hein, qui sont installés depuis très très longtemps, ou qui sont arrivés pendant le boom du nickel dans les années 60, donc il y a déjà aussi plusieurs décennies, ben, eux, évidemment, ils sont installés en Nouvelle-Calédonie et ils ne veulent pas partir. Donc, l'accord de Bougival élargissait le corps électoral à 15 ans de présence effective sur le territoire.
Au départ, quand l'État avait proposé début 2014, avant les émeutes, de débloquer la situation, on parlait de 10 ans. Donc voyez-vous, les loyalistes ont fait très peu de concessions. Ils ont obtenu une seule chose en échange de beaucoup plus de compétences pour la Nouvelle-Calédonie et d'une double nationalité, ce qui est aussi quand même une aberration dans le droit de la nationalité française. Et finalement, l'accord de Bougival, globalement, était beaucoup plus favorable au camp indépendantiste qu'au camp loyaliste, mais ce n'est jamais assez pour eux. Alors, ce n'est jamais assez pour eux et il faut quand même maintenant parler des autres enjeux. Vous l'avez dit, le boom du nickel dans les années 60 et donc voilà, donc un métal, une ressource primaire d'une part et d'autre part la situation de la Nouvelle-Calédonie qui, comme tous nos territoires qui ne sont pas métropolitains, nous donne accès en fait à des espaces maritimes stratégiques. Donc il y a derrière cette indépendance réclamée par le FLNKS aussi des enjeux de puissances étrangères qui lorgnent les richesses de la Nouvelle-Calédonie pour eux et qui lorgnent aussi une zone d'influence dont ils considèrent que la France n'a pas droit, à laquelle ils considèrent que la France n'a pas droit. Oui, effectivement, et en particulier, évidemment, c'est le cas de la Chine, qui cherche à faire du Pacifique son arrière-cour. Et le FNLKS a développé toute une série de liens internationaux pour essayer de se positionner en acteur diplomatique dans la région. Alors, non seulement donc, il y a les ressources maritimes, donc grâce notamment, pas seulement à la Nouvelle-Calédonie, la France a le deuxième plus grand espace maritime du monde après les États-Unis. Et finalement, donc la Nouvelle-Calédonie est un bastion occidental dans le sud du Pacifique qui pourrait un jour basculer dans le camp chinois. D'ailleurs, certains avaient même envisagé à une époque de partitionner la Nouvelle-Calédonie parce qu'en réalité, Nouméa concentre 80% de l'activité économique et a encore une population à majorité européenne. En revanche, tout le nord de l'île et ce qu'on appelle les îles Loyauté, notamment la célèbre île d'Ouvéa, où a eu lieu l'assaut de la gendarmerie lorsque des gendarmes avaient été pris en otage, est quasiment à 100% indépendantiste au moment des élections. Ils votent soit pour l'indépendance, soit pour des candidats LFI, en fait. Il y a aujourd'hui deux députés de Nouvelle-Calédonie, un qui est rattaché à LFI et l'autre qui est rattaché pour le moment au camp macroniste. Et donc, oui, la Chine, évidemment, verrait d'un œil très favorable la Nouvelle-Calédonie tomber dans son escarcelle, ce qui serait très probablement le cas si le FNLKS parvenait au pouvoir. Il faut bien voir que pas loin de la Nouvelle-Calédonie, enfin pas loin, on est dans le Pacifique, hein, on est chaque fois en centaines, voire milliers de kilomètres, il y a le Vanuatu qui est devenu indépendant il y a quelques décennies. Ben, aujourd'hui, le Vanuatu est 13 fois plus pauvre que la Nouvelle-Calédonie. Donc, à partir du moment où on donne l'indépendance à une de ces îles du Pacifique, certes, ils tombent peut-être dans le giron chinois, mais le niveau de vie et l'économie globale de tout le monde s'affaiblit extrêmement fort. Et puis, bon, la Nouvelle-Calédonie, il y a le nickel, qui effectivement ne se porte pas très bien pour le moment sur le marché mondial, mais il y a peut-être d'autres ressources minières qui n'ont pas été explorées. Il y a un potentiel d'élevage énorme. Et il y a aussi, surtout, un potentiel touristique formidable. Mais malheureusement, évidemment, depuis les émeutes de 2024, il n'y a quasiment plus aucun touriste, et notamment plus les touristes japonais qui viennent en Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc les indépendantistes ont évidemment réussi leur coup qui consiste à faire en sorte d'organiser la misère pour ensuite s'en plaindre. Nous sommes, Totalement. il est 7h40, donc Alain Destec, je suis en train de vous interroger sur la Nouvelle-Calédonie. Tout à l'heure, Alexis Poulain nous rejoindra dans 10 minutes et on pourra poursuivre ce dialogue avec lui. Je voudrais relancer cette conversation en vous citant un peu longuement peut-être un extrait d'un article du Monde qui fait parler Larissa Tonon.
qui habitent en Nouvelle-Calédonie, au fin fond de la Nouvelle-Calédonie, à un endroit d'ailleurs où pendant quasiment un an, les routes étaient coupées car elles n'étaient pas sûres. L'État n'assurait évidemment plus un quelconque service et donc les habitants étaient obligés de se débrouiller tout seuls pour prendre le bateau. Elle s'est occupée de son père qui était malade. Elle était obligée de l'embarquer pour lui faire avoir ses consultations. Il est mort. Un médecin a refusé de prendre cette fameuse route qui était pourtant rouverte pour aller constater le décès. Enfin bref, il faut que les auditeurs de la courtoisie comprennent que la situation en Nouvelle-Calédonie, ce sont des tragédies en permanence. Et que nous dit Larissa Tonon ? Les discussions sont complètement stériles, ça ne mène à rien. On ne voit pas le bout du tunnel et pour moi, l'État français nous a laissé tomber. À plus ou moins longue échéance, l'État français donnera l'indépendance à la Nouvelle-Calédonie sans tenir compte des 50% qui ne veulent pas. Mais je n'ai pas envie qu'on me fasse monter dans un avion au dernier moment comme les Français d'Algérie l'ont vécu pour m'envoyer vivre dans une barre HLM. Est-ce que c'est véritablement cette situation vers laquelle on va, Alain Destex ? Oui, je ne sais pas si l'article du Monde mentionne le lieu Si, où si. ça se passe. Est-ce que c'est le verrou de Saint-Louis? Non, c'est pas le verrou Non, de non, Saint-Louis. c'est une autre. Voilà, je n'ai pris que mon extrait que je comptais vous lire, mais Ok. voilà, c'est un article qui est paru hier Effectivement, sur Le Monde. il y a des Calédoniens qui ont vécu pendant des mois dans l'impossibilité de se déplacer. Les émeutes ont fait des morts parce que les Kanaks ont empêché les blessés de se rendre à l'hôpital, les blessés ou les malades, et ont pratiqué du barrage ethnique et de la purification ethnique au barrage. Vous étiez Kanak, vous pouviez franchir le barrage et aller à l'hôpital. Vous ne l'étiez pas, vous rentriez chez vous et Dieu sait ce qui pouvait vous arriver. Donc, comme je l'ai dit en début d'entretien, pour moi, le FNLKS est un parti raciste basé uniquement sur l'appartenance kanak et leur projet politique, c'est pour tous les autres, c'est la valise ou la mort. Ça, ils ne le disent pas évidemment, mais comme quand on voit bien dans le fond de leur discussion que tout ce qui n'est pas lié à ce qu'ils appellent l'identité première, peuple premier, décolonisation dans leur discours, ne les intéresse pas. Et donc, oui, le risque pour les Européens, c'est effectivement un jour la valise ou la mort. Et c'est pour ça que l'État ne doit pas les laisser tomber et l'État doit les soutenir, quitte à déployer des forces importantes de militaires, et de police et de gendarmerie dans l'île. Ce serait terrible d'abandonner ces Européens. On n'est pas et pas seulement les Européens, d'ailleurs, les autres Mélanésiens, les Vietnamiens, parce que leur sort serait absolument identique. Hein, ça se presserait peut-être dans un deuxième temps, mais finalement, les Kanaks ne veulent entendre parler que des Kanaks. Mais on n'est pas du tout dans la situation de l'Algérie. Hein. Ici, on ne parle pas d'une situation où on a 9 dixièmes de la population qui est musulmane et un dixième qui serait arrivé plus tard. Le peuplement de la Nouvelle-Calédonie s'est fait très progressivement. Il y a des Européens qui sont arrivés au 19e siècle, mais après aussi. Et il y a eu beaucoup d'autres Mélanésiens et de Vietnamiens qui, eux, sont arrivés au 20e siècle, dans la deuxième moitié du 20e siècle. Et donc, ces gens sont chez eux. Ils ont développé le territoire et on n'est pas du tout donc, dans une logique de colonisation où une petite minorité de la population aurait colonisé une grande majorité. Dans toutes les îles du Pacifique, on n'est plus dans cette situation. Parce que, alors, si on veut adopter cette logique qui est fausse, alors quoi? Alors, l'Australie est aussi une colonie, la Nouvelle-Zélande, Hawaï, les îles Samoa, toute une série de Porto Rico, si vous voulez, toute une série d'îles pourraient être traitées de la même façon. Donc, ce discours soi-disant décolonial, qui est le discours de la gauche, il faut absolument l'abandonner. Malheureusement, Valls, il aimait bien, il mettait à chaque fois le mot décolonial dans ses interventions. Non, on n'est pas dans une logique de décolonisation. Okay, on est dans une logique démocratique d'essayer de donner la parole à tous les habitants de Nouvelle-Calédonie. Et oui, je comprends le désespoir de cette personne. Il y a encore aujourd'hui, à la commune de Mont-d'Or, donc pas loin de Nouméa, des personnes qui n'ont pas accès à Nouméa directement ou sous escorte policière ou militaire
parce qu'il y a une tribu qui empêche les automobilistes de passer, à pied n'y songez même pas, et finalement ben, l'État ne veut pas déplacer cette tribu, donc il envisage même de faire un pont pour contourner l'endroit où se trouve cette tribu. Au fond, si on devait résumer la situation, depuis début 2024, l'État ne cesse de céder. L'État cède. Et un jour, l'État doit cesser de céder, et c'est ce que j'appelle dans ma tribune dans Causeur. Ah, alors, le fait que l'État cesse de céder, j'aime beaucoup la littération, c'est un vœu intelligent, c'est un vœu logique. Est-ce que véritablement Emmanuel Macron est capable d'arrêter de céder, étant donné que il relance Bougival avec cette idée géniale de changer le nom, et avec l'idée toujours en fait de creuser la piste de Manuel Valls, qui était de créer en fait une situation d'exception et de reconnaître, un peu comme pour la Corse et sans doute bientôt d'autres territoires, un statut d'association où on va vers l'autonomie. Et donc, comme le disait Larissa Tonon, fondamentalement, on va vers l'indépendance. Et donc, sans prétendre céder au FLNKS, fondamentalement, l'État français est en train de se dire que tout ce qui est outre-mer n'a aucun intérêt. Mais il faut faire très attention parce que s'il n'y a pas Bougival, on revient à la situation de Nouméa qui est catastrophique. Et là, je voudrais dire que... Je veux dire, on revient à la situation des accords de Nouméa. Hein. C'est ça, on revient à la situation des accords de Nouméa. Et les accords de Nouméa, ça veut dire quoi? Ça veut dire le gel du corps électoral. C'est-à-dire que si vous êtes arrivé après 98 et si vous êtes né dans l'île depuis, vous n'avez pas le droit de participer aux élections provinciales qui déterminent le Congrès de Nouvelle-Calédonie, qui lui-même détermine l'exécutif. Et il faut savoir que c'est un territoire très largement autonome. En fait, la solution pour la Nouvelle-Calédonie, qui est souhaitée par beaucoup de personnes sur place, mais que personne ne veut introduire dans le jeu politique, ce serait d'en faire un département. Hein. Si Mayotte est un département, il y a au moins autant de raisons que la Nouvelle-Calédonie, qui est plus européenne et plus riche surtout, que Mayotte ne soit pas un département. Et moi, sur place, quand j'ai vécu là-bas 3 mois, j'ai entendu beaucoup d'Européens en parler, sauf que c'est tabou dans le débat politique, parce que évidemment pour le FNLKS, qui profite déjà d'une très large autonomie, c'est un sujet interdit. Mais donc, Bougival, malgré tout, est un pis-aller, si tu veux, si vous voulez. Bougival a été accepté par le camp loyaliste, donc ne pas faire Bougival serait pire parce que ça veut dire qu'ils n'ont plus le droit de vote. Et là, je dois vous dire que moi, ce que je pense, évidemment, importe très peu, mais une grande partie du camp loyaliste est en désaccord avec la proposition, notamment du Rassemblement national, son délégué pour l'Outre-mer, Monsieur Rouge, je crois, j'ai oublié son nom, qui lui dit qu'il faut en revenir à l'accord de Nouméa. Non, en revenir à l'accord de Nouméa, c'est priver du droit de vote les citoyens européens arrivés depuis plus de 25 ans dans l'île. Donc, ce n'est pas une solution. Bougival est un pis-aller. C'est le compromis qu'avait accepté le camp loyaliste. Et si on ne veut pas faire Bougival, alors l'État doit avoir le courage de faire une seule réforme, c'est le dégel du corps électoral. Mais ça, est-ce que Macron aura le courage de le faire? Puisque le risque, évidemment, c'est de relancer des émeutes. Maintenant, il faut bien voir quand même que le FNLKS est quand même très affaibli. Parce que j'ai bien aimé votre formule, on organise la pauvreté et puis on se bénéficie, enfin, c'était quoi votre formule, Richard? Alors, pardonnez-moi, Enfin, vous avez dit, on organise la pauvreté et puis on se plaint de la pauvreté. oui. Voilà, c'est ça. C'est ça qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Hein. Le camp indépendantiste a organisé la pauvreté avec les émeutes. Il faut bien voir que le PIB a baissé de 15%, que ces émeutes ont coûté 2 milliards, 2 milliards d'euros au moins. On fait 14 morts aussi, en parenthèse. Donc, finalement, aujourd'hui, il y a quand même, je crois, une population, une partie de la population kanak qui se rend compte que ces émeutes ont débouché sur une diminution drastique de leur niveau de vie. Ce qui se passe aussi, c'est au sein du camp FNLKS,
vous avez en fait une vieille aile qui a, elle, énormément profité des accords de Nouméa et qui a occupé les postes du pouvoir, les mandats, les voitures de fonction, les visites à Paris, qui, elle, au fond, aurait bien voulu un certain statu quo, et puis qui a complètement été débordée par sa jeunesse désœuvrée, et notamment par ce fameux Christian Tin, qui aujourd'hui est le président du FNLKS, mais que la justice considère, en tout cas soupçonne, d'être un des principaux organisateurs des émeutes. Et donc là, on le voit, il y a une tentation dans le pouvoir macronien de négocier directement avec Christian Tin, qui est quand même resté plusieurs mois en détention préventive en métropole. Maintenant, il a été libéré, on se demande pourquoi, mais enfin, il l'a été. Et donc, pour beaucoup de Calédoniens, négocier avec celui qu'ils considèrent comme le responsable, responsable des émeutes, c'est évidemment une ligne rouge également. Merci beaucoup Alain Destex. Restez avec nous, la chronique d'Alexis Poulain, et juste après, nous reprenons ce débat. Ligne droite. Nous avons de la visite. Le face-à-face. Alors, Alain Destex, je rappelle, vous êtes sénateur honoraire belge, vous êtes un bon connaisseur des Outre-mer français. Alexis Poulain, vous avez cofondé le site Le Monde Moderne et vous êtes un observateur géopolitologue avisé des mouvements du monde. La Nouvelle-Calédonie, c'est ce petit bout de France égaré dans un endroit où, en fait, justement, les grandes puissances, les États-Unis, la Chine, comptent bien régner en maître. Et donc, la Nouvelle-Calédonie se retrouve être un enjeu français, mais un enjeu international. Oui, mais en fait, d'un point de vue international, le Groenland est un enjeu beaucoup plus important que la Nouvelle-Calédonie, hein. Et il faut vraiment, si vous me permettez, Ah oui, de moi, je voulais qu'on parle de la France, hein, mais d'accord, parlons du Groenland. Non, non, mais c'est vous qui décidez de quoi on parle, Non, non, Richard. donc le Groenland, Alain Destex. Mais il faut quand même voir le Groenland, non pas comme on nous le présente toujours sous la carte de Mercator, mais il faut le voir à partir du pôle Nord. Et là, on voit bien que d'un côté du cercle arctique, on est entièrement en Russie, qui effectivement aujourd'hui est alliée à long terme avec la Chine, en partie depuis la guerre en Ukraine, puisqu'on a tout fait pour remettre la Russie dans les bras de la Chine. Et puis de l'autre côté, du côté ouest, vous avez essentiellement le Canada et un petit bout d'Alaska. Donc Donald Trump et les États-Unis peuvent très bien avoir, en dehors même des ressources rares et des minéraux, le sentiment que, vu qu'on considère que la fonte des glaces est inéluctable et que la route du Nord, depuis Shanghai vers l'Europe, est 10 000 kilomètres plus courte via le cercle polaire que via le Cap et l'Afrique du Sud. Donc l'intérêt de cette région du monde va devenir géostratégiquement majeur. Et là, évidemment, Donald Trump, il l'a compris, et d'autant plus je pense qu'il aimerait aussi s'inscrire dans l'histoire comme le troisième président ou le troisième plus grand président qui aura réussi à augmenter la taille des États-Unis après l'achat de la Louisiane en 1803, je crois, et l'annexion de certaines provinces du Canada. Donc voilà, je partage en grande partie l'analyse du Groenland. Penser qu'il y a un statu quo possible au Groenland, c'est totalement utopique, et l'Union européenne ferait mieux de négocier une sorte d'accord, d'agreement avec les États-Unis, plutôt que de faire semblant de s'y opposer et d'envoyer 15 soldats. Alors, ces 15 soldats, soyons francs, c'est quand même, ils sont censés être envoyés pour préparer un exercice. Donc, on a mauvais esprit, on ne parle que des 15 troufions, mais voilà, en théorie, on est censé voir beaucoup plus de gens derrière. Alexis Poulain. Mais la réponse n'est pas militaire. Enfin, là, on voit bien que c'est une farce qui coûte cher et pour aucun effet. La réalité, ce n'est pas une réponse militaire, ou alors elle devrait être coordonnée. Là, on parle de bases et de moyens qui ne sont pas ceux qui sont mis en avant, et d'ailleurs qui ne peuvent pas être mis en avant en réalité. Et puis, soyons clairs, l'heure n'est pas à l'affrontement armé entre les États-Unis et le Danemark. C'est pas du tout ça qui est préparé. Il est question d'une vassalisation accélérée. Le Danemark, il faut le rappeler, a acheté des F-35 aux États-Unis pour assurer sa défense. Le Danemark a été la base avancée de la NSA, la National Security Agency, qui est l'outil de renseignement américain qui a permis d'écouter les chefs d'État européens, notamment allemands et français.
Donc le Danemark, là, retrouve la monnaie de sa pièce en étant simplement le meilleur employé du mois. Il est récompensé simplement parce qu'on lui vole le Groenland en disant, bon, bah, écoute, t'es si gentil, maintenant tu vas obéir, et ça va se passer comme ça. Et le Danemark n'a pas les moyens de répondre, et l'Union européenne n'a pas les moyens de répondre. Ce qui est dans la balance, en réalité, et je pense que ça peut arranger Donald Trump, c'est la fin de l'OTAN. Dire, bah, écoutez, on va dénoncer unilatéralement l'OTAN. Ce que veut Trump depuis son premier mandat, c'est-à-dire payer pour votre défense et acheter des armes américaines, si possible. Or, les Européens attendaient encore beaucoup de ce parapluie transatlantique, de la défense américaine. Je rappelle que la plus grande base à l'étranger des États-Unis est à Ramstein, en Allemagne. C'est pas pour rien que voilà, ça compte. Et donc aujourd'hui, je vois pas de grands mouvements pour dire que les boys américains doivent rentrer chez eux, qu'on ferme les bases américaines en France. Il n'y a pas de mouvement de protestation devant les ambassades ou les consulats américains. Il n'y a pas de mouvement de protestation devant l'OTAN. Enfin, il se passe rien. Voilà, à part cette gesticulation militaire qui a tout du film de genre type 7e compagnie. Alain Destec, effectivement, la fin de l'OTAN est-elle dans la balance? Bon, je ne sais pas parce qu'effectivement, l'idéal pour Donald Trump et les Américains serait que les Européens assurent leur propre défense, ce qui est quand même un peu normal, hein, en achetant effectivement des armes américaines. De toute façon, même si les Européens décidaient de développer sérieusement une industrie européenne, ce qui n'est pas évident, hein, parce qu'on voit bien que les autres pays ne veulent pas, par exemple, d'un leadership français, ne veulent pas non plus que la France soit à l'avant-plan de ce réarmement européen. Effectivement, quand Merz dit c'est l'Allemagne qui doit prendre le leadership, je Ouais. crois que ces gens ne se rendent pas compte que ça réveille, en tout cas dans ma génération, moi j'ai 65 ans, j'ai jamais entendu ma grand-mère parler autrement des Allemands que comme des Boches, hein. Et l'Allemagne, ça nous a pas vraiment réussi pendant la Première Guerre mondiale. Ça ne leur a pas vraiment réussi non plus à eux, en parenthèse, hein. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, mais ça va plus loin que ça. On pourrait considérer aussi que l'euro est un échec économique à presque tout point de vue. On n'en parle pas beaucoup parce que voilà, le discours européen est dominant. Et donc aujourd'hui, franchir une nouvelle étape avec une Europe de la défense centrée sur l'Allemagne serait aussi, à mon avis, absolument catastrophique. Donc pour moi, je ne vois pas tellement la fin de l'OTAN, je vois plutôt une coquille vide, quelque chose qui continuerait à exister, parce que vous savez, les institutions meurent difficilement, même quand elles n'ont plus de pertinence en général. En revanche, où l'Europe est complètement coincée, c'est qu'elle a accepté de se réarmer à hauteur de 5% du PIB. Donc je vous rappelle qu'au départ, c'était 2%, hein, que voulait Donald Trump pendant son premier mandat. Mais là, directement, il a dit 5% et tout le monde s'est couché, a dit oui, 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 oui. Mais évidemment, c'est absolument impossible de concilier en même temps le paiement de nos dettes colossales, la réindustrialisation du continent européen, le pacte vert criminel et fou de Mme van der Leyen, et maintenant 5% en plus de PIB pour la défense. Donc c'est juste impossible, si vous voulez. L'équation ne rentre pas, quoi. Le dentifrice ne rentre pas dans le tube. Donc voilà, l'Europe, à un moment, va devoir faire des choix. Pour moi, le meilleur choix, ce serait l'abandon du pacte vert européen, mais on n'en prend pas du tout la direction. Alexis Poulain, votre prédiction, c'est qu'effectivement, l'OTAN va finir parce que on voit bien, Trump nous oblige à acheter pour 600 milliards d'équipements américains. Trump donne les clés à l'Allemagne. Ursula von der Leyen n'a jamais eu qu'une politique allemande. L'Allemagne est prête à prendre la responsabilité du continent européen. L'Allemagne appelle à la paix avec la Russie. Voilà, on est en train, vous avez mis tous les cailloux, vous les avez alignés, on est en train d'assister à un reflux en fait militaire des États-Unis, et donc l'OTAN sans les États-Unis, est-ce que ça a un sens? Oui, ça peut avoir un sens dans le cadre de la défense d'intérêts européens, mais encore une fois, il faut les définir. Vous savez,
Ursula von der Leyen a eu tout loisir pour créer un nouveau poste de commissaire européen qui n'existait pas, un commissaire européen à la défense. Monsieur Kubilius, ancien Premier ministre estonien, il me semble, qui est en train de mettre en place les bases d'une armée européenne. Alors, c'est le serpent de mer, hein, cette armée européenne. On parle de 100 000 hommes, c'est pas non plus énorme, mais il y a quand même cette base-là de défense commune, d'exercice commun aussi, toujours à l'Est, hein, dans les pays, d'ailleurs les pays baltes le plus souvent, pour déjà travailler en commun, voir comment ça fonctionne. Maintenant, la question du leadership, elle est entière. Évidemment, si le reste de l'OTAN, en fait, dans le partage du monde entre les empires, on se dit, bon, ben écoutez, le mieux, c'est que l'Europe soit gérée depuis Berlin, hein, puisqu'on les connaît, et puis ils sont quand même assez alignés. Alors, c'est les Allemands qui vont récupérer le reste de l'Europe de l'Ouest. Demander aux Français s'ils sont d'accord, demander aux Espagnols s'ils sont d'accord. Enfin, voilà, on est vraiment là dans une sorte de caricature de géopolitique, mais c'est très sérieux parce que on ne voit pas de leadership. Clairement, hein, cette crise du Groenland montre l'inanité des dirigeants européens qui sont ridicules dans leur réponse à Trump. Mais c'est le cas aussi avec la coalition des volontaires en Ukraine, hein. Rappelons, alors c'est beaucoup plus tragique puisqu'en Ukraine c'est une guerre réelle avec de nombreux morts, mais rappelons que Macron pousse pour cette coalition des volontaires. Et au final, on apprend que la Grande-Bretagne enverrait 7500 hommes éventuellement, seulement si leur sécurité est garantie, hein, selon l'équivalent du SEMA britannique. Donc voilà, tout est dans les mots, dans la posture, dans l'absence de moyens au final, mais ça donne une pièce de théâtre comique en fait, plus que réelle. Mais c'est une tragédie en réalité parce que ça veut dire que nous dévissons, nous les économies européennes, mais aussi nous perdons en influence, notamment sur la scène diplomatique internationale. Et ça posera, puisqu'on parlait de la Nouvelle-Calédonie, ça posera la question des territoires d'outre-mer qui seront aussi sujets à la prédation très rapidement, parce que ces territoires d'outre-mer donnent une surface à la France, notamment dans des régions, l'Indo-Pacifique, qui vont poser aussi de sérieux problèmes géopolitiques dans les années qui viennent. Et très rapidement, les puissances en place vont dire, mais qu'est-ce que c'est que cette miette d'empire? Qu'est-ce que fait la France ici? A-t-elle les moyens d'être encore ici? Et malheureusement, je crains que ce qu'on a vu en Nouvelle-Calédonie il y a quelques mois aille beaucoup plus loin et qu'il y ait d'autres sujets dans les dom-toms que ceux du développement. Alain Destex, finissons sur la Nouvelle-Calédonie, à laquelle opportunément Alexis Poulain nous a ramené. Voilà, on voit bien que la France n'a pas les moyens de sa puissance, même si Emmanuel Macron passe sa vie à expliquer ce qui est nouveau chez lui, qu'il faut être puissant pour être craint, et que cette crainte, donc il est parfaitement capable de faire régner en France, il a envie de la projeter sur la scène internationale. La France n'a pas les moyens de sa puissance et la Nouvelle-Calédonie et d'autres territoires d'outre-mer vont sans doute être traités comme le Groenland et le Venezuela, c'est-à-dire passer par pertes et profits du nouvel ordre mondial. Oui, il y a un risque. Effectivement, la France n'a plus les moyens de son, entre guillemets, empire colonial. Et ça nous ramène à l'endettement de la France, si vous voulez. Si la France avait encore un endettement raisonnable, euh, 60% du PIB, pas de déficit budgétaire annuel, la France a encore, à mon avis, les moyens d'entretenir ces territoires et départements d'outre-mer. Mais voilà, aujourd'hui, on est coincé par cet endettement qui, finalement, chaque fois qu'on donne de l'argent à l'outre-mer, c'est comme quand on donne de l'argent à l'hôpital ou aux professeurs. En fait, on donne de l'argent qu'on n'a pas. On s'endette davantage. Donc, autrement dit, ce sera encore plus compliqué pour les générations futures. Moi, en tout cas, peut-être qu'une piste à explorer, ce En serait 50 secondes. une piste peut-être, je dis bien une piste à explorer, ce serait effectivement de rattacher davantage ces territoires d'outre-mer, non plus à la France, mais à l'Union européenne, puisque les marges de manœuvre sont quand même un peu plus grandes au niveau de l'Union européenne. Aujourd'hui, par exemple, il y a vraiment que la France qui s'intéresse à ces possessions dans le Pacifique, et peut-être hein, en faire, non pas d'un point de vue souveraineté, mais d'un point de vue cogestion, peut-être des territoires
plus européen serait une piste à explorer. Moi, en tout cas, ce qui m'intéresse, et je conclue là-dedans, c'est que les Calédoniens, même s'ils sont peu nombreux, les Calédoniens qui veulent rester attachés à la France ont parfaitement le droit d'être français, et je ne veux pas que l'État les abandonne. Et aujourd'hui, l'État est en train de les abandonner progressivement aux mains des indépendantistes et du FNLKS. Et je plaide contre une certaine indifférence de la métropole par rapport au sort de nos compatriotes là-bas. Merci beaucoup Alain Destex, merci beaucoup Alexis Poulain et bien sûr à la semaine prochaine sur Radio Courtoisie.